Évidemment, ils accusent, disons, très volontiers les valeurs du monde civilisé sédentaire, pour parler comme Ibn Khaldoun, que nous pratiquons tous. Hein. Ils accusent ce monde d'être lâche. Hein. Ils nous accusent de lâcheté, en somme. Mais c'est ça. Mais c'est-à-dire que derrière ça, alors le contresens, c'est de croire que derrière cela, il y a une revendication de retourner dans la normalité ou d'être reconnu. Oui. Vous pensez qu'on est sorti de cette époque, de cette idée d'un djihadisme qui aurait une raison politique, motivé par une revendication d'intégration, par exemple. Voilà, une sorte de vision tiers-mondiste qu'on développe encore beaucoup dans la presse ou dans les universités. Gabriel Martinez-Gros, vision tiers-mondiste en 2 mots, comment vous la définiriez? Oui, j'ai eu une définition, Antoine Garapon, qui est du tiers-mondisme, qui a été effectivement souvent remarquée dans ce livre. On en a souvent parlé. Pour moi, c'est très simple au total. Le tiers-mondisme qui est né à l'époque des décolonisations, hein, dans les années 50-60. Comme un sentiment de culpabilité. Voilà, et qui est un sentiment de culpabilité, en effet, qui porte en son centre un sentiment de culpabilité à l'égard des anciens colonisés, est en fait une continuation de la colonisation. Hein, disons-le franchement, hein, c'est une manière, par le biais de la culpabilité ou de la repentance, de continuer à occuper le centre de la scène. C'est-à-dire, tout dépend de nous. Hein, puisque nous sommes coupables de tout. Et la lecture du monde, c'est la nôtre, et la seule possible. Et c'est la seule possible, en effet. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas d'histoire, ils veulent entrer dans notre histoire, il suffit de les laisser entrer dans notre histoire et tout se réglera. Autre contresens. Autre contresens, parce qu'ils ont une histoire, du moins ils en reconquièrent une. En réalité, quand il s'agit des gens des banlieues françaises, ils n'ont pas d'autre histoire que la nôtre. Mais ils veulent en reconquérir une qui soit islamique, qui soit la leur. Et ils s'efforcent, et plus encore évidemment dans les pays islamiques, ils s'efforcent en particulier de retrouver un vocabulaire qui ne soit pas le nôtre, qui ne soit pas celui de l'Occident, j'entends, mais qui soit celui de l'islam. C'est intéressant, j'ai constaté que la révolution iranienne se transforme par la République islamique d'Iran, alors que Daesh parle du califat. Bien sûr. Tout à fait différent, le califat. Une notion qui n'a pas de correspondant dans nos catégories occidentales. Absolument. Et avant même, vous avez tout à fait raison, Antoine Garapon, et avant même Daesh d'ailleurs, les mouvements djihadistes instituaient des émirats. Et non pas des républiques. Le mot même de république islamique d'Iran, comme d'ailleurs le mot de république libyenne, hein, ont été des repoussoirs pour les djihadistes sunnites, pour l'essentiel, qui se sont attaqués à ces régimes. Vous soulignez, Gabriel Martinez-Gros, un point de méthode, mais qui est intéressant et sur lequel j'insiste, c'est qu'on ne peut pas comprendre l'action de quiconque d'ailleurs, sans commencer par s'intéresser aux mots qu'ils utilisent. Oui. Et donc, interpréter immédiatement le djihadisme, au-delà du djihadisme, en disant c'est l'expression d'une souffrance, c'est l'expression des derniers feux de la décolonisation, c'est une humiliation, etc. C'est enjamber les mots à travers lesquels eux-mêmes se comprennent. Tout à fait, Antoine Garapon, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, alors c'est un vieux mécanisme marxiste et même hegelien, vous savez bien, c'est-à-dire c'est la ruse de l'histoire, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, ni ce qu'ils font, ni ce qu'ils disent, en fait. Ils agissent, et c'est à d'autres, en général des philosophes qui viennent bien après eux, hein, la chouette de Minerve qui vient à la fin de l'histoire, comme chez Hegel, c'est à d'autres de dire ce que, en réalité, ils ont fait. Mais ce mécanisme a l'immense avantage pour une vision tiers-mondiste précisément, en réalité de se passer d'examiner ce que les autres ont à dire. Et alors c'est le fameux débat d'ailleurs qu'il y a eu en France entre Althusser et Rancière, sur l'interprétation à donner. Mais alors un dernier mot sur lequel Gabriel Martinez-Gros, je voudrais que vous éclaircissiez un peu le sens. C'est vous parlez de consensus impérial. Un consensus impérial. Alors, oui. C'est un peu énigmatique. C'est-à-dire que dans le fond, l'Empire ne peut pas concevoir qu'il existe un autre monde que l'Empire. Voilà. Et c'est nous. Et c'est nous. C'est nous. C'est-à-dire que peut-être la chose peut choquer. En apparence, il n'y a pas d'Empire. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune autorité impériale. Je ne connais pas d'empereur du monde. Même le président des États-Unis ne l'est pas. En tout cas, je ne lui paye pas d'impôts. Et en général, l'Empire exigeait un tribut qui soit au moins de reconnaissance de son autorité impériale. Donc, en apparence, il n'y a pas d'empire. Mais, si on en juge par la violence des réactions, y compris chez nous, de ce qu'on appelle les réactions populistes,
y compris aux États-Unis, Donald Trump, Marine Le Pen ou l'AfD en Allemagne ou le Nigel Farage au Royaume-Uni ou tant d'autres mouvements qui prétendent affronter idéologiquement en tout cas l'Empire. Il faut bien croire qu'il existe quelque chose qui se donne pour une évidence. Comme toujours l'Empire. C'est ça. Alors, ça n'est pas un empire matériel, hein, c'est un empire idéologique, c'est un empire, le cas échéant, économique, mais il y a là quelque chose. Et qui n'a pas non plus de politique extérieure. Et qui n'a pas non plus de politique extérieure. Alors, cet empire, cet empire idéologique, Antoine Garapon, il a le caractère fondamental de l'empire selon Ibn Khaldoun. Il est pacifique et pacifiant. Il répugne au dernier degré à l'usage de la violence, même quand cette violence paraît justifiée, comme c'est le cas contre le djihadisme. Je crois que la présidence d'Obama est probablement aux États-Unis une des premières présidences impériales en ce sens. Mais alors, on voit dans le théâtre syrien, dans la tragédie syrienne, ces derniers jours, on voit l'affrontement de deux représentations du monde totalement différentes entre la représentation impériale, le consensus impérial dont vous parlez, et la représentation russe. Poutinienne, tout à fait. Qui eux assument. Alors ils assument avec sans difficulté, semble-t-il, à exercer la violence et à l'exercer avec cette mentalité profondément guerrière et quasiment aristocratique. Oui, absolument. Alors, cette vision poutinienne, elle vient évidemment au départ d'une vision nationale. Hein. C'est le maintien de la politique nationale, du monopole légitime de la violence dont dispose la nation, du droit absolu de la souveraineté nationale de faire la guerre quand elle l'entend et si elle l'entend et pour ses propres intérêts. Mais dans le monde d'aujourd'hui, replacé dans le monde d'aujourd'hui, étrangement, tout se passe comme si Poutine était dans l'Occident auquel il appartient au total, bien sûr, comme s'il était une sorte de marge et comme s'il était en passe de devenir une sorte de marge violente du monde occidental, un peu aussi. Tout se passe comme si on demandait à Poutine de faire le sale boulot. Hein. Oui. C'est ça. Hein. On lui demande d'écraser les djihadistes. On pousse des cris d'orfraie parce qu'il faut tout de même rappeler que l'Empire, c'est avant tout une morale et que la morale, c'est nous, hein, bien sûr. Donc nous sommes l'Empire puisque nous sommes moraux. L'Empire est presque une église, en fait, hein, dans une vision khaldounienne, Antoine Garapon. Gabriel Martinez-Gros, Sokolov, c'est un livre très intéressant, explique que ce qui caractérise l'histoire russe, c'est l'attraction pour le sublime, le goût du sublime, qui est dissocié de l'enrichissement. Et il dit, ce qui caractérise la Russie, c'est que c'est un empire pauvre, c'est une puissance pauvre, parce que il y a eu un découplage de l'enrichissement des classes moyennes et de la sublimité de la violence, pourrait-on dire, pour faire court. Vous reconnaissez l'analyse khaldounienne dedans? Oui, j'y reconnais l'analyse khaldounienne et cette analyse vaut d'autant plus que la Russie n'est pas seule au monde, hein, c'est-à-dire qu'en réalité, malgré toutes ses réticences, elle est liée à un monde occidental auquel elle appartient. Elle est la part violente d'un Occident pacifié. Il pleut, les pépins tristes compagnons, comme d'immenses champignons, sortent un par un des maisons. Il pleut, et toute la ville est mouillée, les maisons se sont enrhumées, les gouttières ont la goutte au nez. Il pleut, comme dirigé par un appel, les oiseaux désertent le ciel, nuages et doux. Les fenêtres, une larme à l'œil, semblent toutes porter le deuil des bons jours. Il pleut et l'on entend des clapotis. La ville n'a plus d'harmonie, solitaire les rues s'ennuient. Il pleut. Alors,
Gabriel Martinez-Gros, vous avez choisi Édith Piaf comme musique, une musique nostalgique, pour parler de nous, pour parler de la ville. Très nostalgique, en effet. Pour parler de nous, alors, ce que j'essayais de dire auparavant, c'est qu'en fait, nous vivons plus ou moins déjà dans un empire ou dans une structure impériale idéologique, en tout cas. Et en fait, Édith Piaf, et cette chanson magnifique, c'est un peu l'immense nostalgie de la grande nation que nous fûmes. C'est-à-dire que il y a probablement rien de plus, pour l'instant en tout cas, et toujours, rien de plus unanime en France qu'Édith Piaf, dont il faut rappeler peut-être au passage qu'elle avait eu une grand-mère kabyle. Et curieusement, alors c'est peut-être le signe que nous vivons justement dans une structure impériale, elle n'a pas été remplacée. Elle est morte il y a plus de 50 ans maintenant, elle est morte en 1963, et elle est toujours la voix spontanée que un esprit français ou un goût français va retrouver. Alors, Gabriel Martinez-Gros, une voix nostalgique de la paix, d'une France harmonieuse, d'une France qui avait des classes populaires, qui avait ces marginaux, mais qui n'avait pas de marge, qui n'avait pas de bédouins, si je puis continuer la métaphore de Ibn Khaldoun. Tout à fait, oui. C'est probablement, alors, on en exagère sans doute l'unanimité aujourd'hui, de cette France qui était divisée par de très profondes divisions. À commencer par l'affrontement entre le Parti communiste et l'Église catholique, qui était un affrontement profond. Absolument, des affrontements de classe, des affrontements idéologiques très mortifères. Mais c'est vrai que cette division et une division qu'on a de plus en plus tendance à considérer comme ethnique entre des centres majoritaires et des marges violentes n'existait pas. C'est une France dont peut-être a posteriori on a l'impression qu'on pouvait faire l'unanimité, tandis qu'on craint de plus en plus de ne plus pouvoir faire l'unanimité. Alors justement, des marges violentes, Gabriel Martinez-Gros, des marges violentes, on voit une sorte de potentialisation entre les marges du monde arabe, effectivement violentes, qui craquent et qui sont même dans une guerre terrible, et qui font alliance, pourrait-on dire, avec les marges de nos sociétés occidentales, à commencer par la France. C'est-à-dire que les marges aussi se sont déterritorialisées. Mais oui, Antoine Garapon, mais si les marges se sont déterritorialisées, c'est aussi que les centres se sont déterritorialisés, c'est-à-dire qu'on vit de plus en plus dans la bourgeoisie de Damas ou du Caire, exactement comme on vit à Paris ou à New York. En correspondance le plus souvent avec Paris ou New York. En correspondance d'ailleurs, de préférence plus souvent avec Paris ou New York qu'avec la banlieue dangereuse qui est aux portes. Et ça, c'est vrai de Paris également. Et c'est vrai de Paris également. C'est-à-dire que Casablanca et Paris, Casablanca et Le Caire vivent, n'exagérons rien, mais enfin, vivent des situations qui ne